Juin 2007, en Angleterre, plus précisément à Woking, une femme va se présenter avec un dossier de 780 pages dans une imprimerie anglaise. Cette femme souhaite récupérer et photocopier la totalité des documents amenés à l'imprimeur. Cette personne va donc s'exécuter et au moment de scanner toutes ces pages, l'imprimeur va reconnaître le logo badgé en bas de chacune de ces pages. Ce logo, c'est un logo jaune, c'est un logo avec un cheval cabré, c'est le logo de la Scuderia Ferrari. Après avoir scanné le dossier complet, l'imprimeur revient avec 2 CD et les remet en main propre à cette femme et lui demande son identité. Il s'agit de Trudy Coughlan. Il s'agit en réalité de la femme de Mike Coughlan, le designer en chef de chez McLaren F1 Team. L'imprimeur, étant un grand fan de Formule 1, va très rapidement comprendre ce qui est en train de se passer. La femme d'un des employés de McLaren possède 780 pages concernant la Scuderia Ferrari. Sans plus tarder, l'imprimeur va chercher par tous les moyens à contacter la Scuderia Ferrari et va réussir à obtenir l'email de Stefano Domenicali pour le prévenir de la situation. On est alors en juin en 2007 et c'est le début du plus gros scandale de l'histoire de la Formule 1, la plus grosse affaire d'espionnage que notre sport ait connue et c'est accessoirement le début du Spygate. No intellectual property of any other Grand Prix teams. It does not allow me to comment on that, so I'm going to be very quiet about that. If one team has 700 pages of documents, all the information about another team, that is not correct from a sporting point of view. Juste avant de rentrer dans le sujet de cette vidéo, aujourd'hui on va parler d'un scandale. On va parler de vol de documents confidentiels, de pièces techniques et du coup cette vidéo elle est sponsorisée par Ovoco. Alors Ovoco va pas vous permettre d'aller voler les documents de la Scuderia Ferrari ou de Kimi Räikkönen, mais Ovoco vous permettra de faciliter vos recherches pour trouver des pièces détachées et vous permettra surtout de trouver des offres bien plus intéressantes que d'acheter des pièces d'occasion ou des pièces neuves. Ovoco a une solution à quasiment tous les problèmes lorsqu'on cherche une pièce détachée. Déjà ça vous évitera de parler une langue que vous ne maîtrisez pas pour aller chercher une pièce à l'étranger. Ça vous évitera de faire le tour de toutes les casses de votre ville et ça vous fera un gain de temps monstrueux. Puis surtout, il y a un effort écologique avec Ovoco qui vous permet de récupérer ces pièces et de leur donner une nouvelle vie. Ça vous permet d'avoir des offres bien plus abordables et surtout de choisir parmi des milliers de revendeurs à travers toute l'Europe. En gros, si je résume, vous vous faites livrer vos pièces de qualité par des professionnels et si jamais vous n'êtes pas satisfait, vous avez une garantie de 14 jours sans poser de questions. Vous aurez un lien dans la description qui vous permettra d'aller voir et découvrir le site et de vous renseigner pour que vous puissiez peut-être trouver les pièces qu'il vous faut pour votre voiture. Merci énormément à Ovoco de sponsoriser cette vidéo et il est temps de parler du Spygate et du plus gros scandale de l'histoire de la Formule 1. Alors pour bien comprendre l'histoire du Spygate, il faut remonter en 1990 chez Benetton. À l'époque, avec Nelson Piquet, la Benetton performe plutôt bien derrière les deux McLaren de Ayrton Senna et Alain Prost. Cette histoire, elle est à l'origine de 2 employés, Mike Coughlan, le designer en chef, et Nigel Stepney, mécanicien chez Benetton. Les 2 hommes travaillent ensemble et se lient d'amitié, mais leur relation professionnelle va prendre une fin en 1991 lorsque les deux vont se séparer et rejoindre 2 équipes respectives. Alors pour ce qui concerne Mike Coughlan, il va partir dans un premier temps chez Tyrrell, puis rebondir chez Arrows, avant en 2002 de rejoindre l'écurie McLaren F1 Team et de travailler sous les ordres d'Adrian Newey. De son côté, Nigel Stepney, lui, va rejoindre la Scuderia Ferrari et occuper un rôle plutôt important. Il va devenir très rapidement mécanicien en chef, puis devenir manager technique de course et des essais de la Scuderia Ferrari. Alors petite anecdote sur par exemple le Grand Prix d'Espagne 2000, Nigel Stepney avait été blessé lors d'un pit stop de Michael Schumacher. Il était alors responsable de mettre l'essence dans la voiture du pilote allemand et justement, ce pilote allemand était reparti un petit peu trop tôt, arrachant la cheville du mécanicien. C'est une anecdote anodine, mais vous allez voir qu'elle aura peut-être un petit peu de sens un peu plus tard dans la vidéo. Il est considéré comme l'une des pièces centrales du succès de Ferrari. Il travaille aux côtés de Jean Todt, Ross Brawn, Stefano Domenicali, Mattia Binotto ou même Andrea Stella. Et après avoir dominé le début des années 2000, la saison 2005 et 2006 ne vont pas se passer comme prévu. Défaite face à Fernando Alonso et Renault,
Michael Schumacher annonce sa retraite à Monza en 2006 et quitte le monde de la Formule 1. Et ce départ va engendrer énormément de départs au sein de la Scuderia, dont le départ de Ross Brawn, à l'époque directeur technique. À ce moment-là, Nigel Stepney voit ça comme une opportunité pour monter en grade au sein de la Scuderia Ferrari et se propose auprès de Jean Todt et Stefano Domenicali pour devenir le nouveau directeur technique de la Scuderia Ferrari. Cette proposition, elle va être refusée par la Scuderia Ferrari. Nigel Stepney ne possède pas de diplôme d'ingénieur et c'est Aldo Costa qui va être préféré pour ce poste de directeur technique et cette décision ne va pas du tout plaire à Nigel Stepney. On est à l'aube de la saison 2007, Nigel Stepney est extrêmement vexé de cette décision et ne va pas hésiter à le laisser savoir dans les médias. J'envisage de passer un an loin de Ferrari. Je ne suis pas satisfait de la situation au sein de l'équipe pour le moment. Je veux vraiment avancer dans ma carrière et c'est quelque chose qui n'est pas en train de se produire pour le moment. Idéalement, j'aurais aimé évoluer dans un nouvel environnement, ici, chez Ferrari. Mais si une opportunité se présentait avec une autre écurie, je l'envisagerais sérieusement. Cette déclaration ne va pas du tout plaire à la Scuderia Ferrari parce que c'est très simple, le 23 février 2007, quelques jours après cette déclaration, Nigel Stepney va être remplacé dans l'organigramme de la Scuderia Ferrari. Nigel Stepney va se retrouver responsable du développement des performances de la Scuderia Ferrari. Alors, en d'autres termes, Nigel Stepney ne se rendra plus sur les Grands Prix de Formule 1 et devra travailler depuis Maranello tous les week-ends. La saison 2007 débute plutôt bien pour la Scuderia Ferrari, mais Nigel Stepney reste très vexé et rancunier de la situation actuelle. Et on arrive au Grand Prix de Monaco 2007, fin mai, et une situation inédite va se produire dans le garage de la Scuderia Ferrari. Les mécaniciens de la Scuderia Ferrari vont retrouver dans le réservoir et juste à côté du réservoir des deux F2007 de la poudre blanche. La police est directement appelée, une enquête est directement ouverte et le premier suspect de cette tentative de sabotage n'est d'autre que Nigel Stepney. Alors vous allez me demander comment Nigel Stepney est devenu le suspect numéro 1. La réponse est très simple, cette même poudre blanche était sur ses vêtements, dans ses poches et surtout à son domicile. Le 21 juin 2007, la Scuderia Ferrari porte plainte contre Nigel Stepney pour tentative de sabotage et le parquet de Modène va donc ouvrir une enquête judiciaire. Vous vous souvenez de l'introduction de cette vidéo où je vous parlais de 780 pages d'un dossier de la Scuderia Ferrari? Il n'a pas fallu longtemps avant que les dirigeants de la Scuderia comprennent le lien entre ce mail reçu d'un imprimeur en Angleterre et les récents comportements de Nigel Stepney. Dans cette histoire, la journée du 3 juillet 2007 est extrêmement importante. Après une enquête interne, Nigel Stepney va être licencié de la Scuderia Ferrari et quelques heures plus tard, la Scuderia Ferrari va poster un communiqué concernant cette fuite de documents. Ferrari annonce qu'elle a récemment présenté une plainte contre Nigel Stepney et un ingénieur de l'écurie Vodafone McLaren Mercedes auprès du tribunal de Modène concernant le vol d'informations techniques. De plus, une action en justice a été engagée en Angleterre et un mandat de perquisition a été émis contre l'ingénieur. Cela a eu un résultat positif. Quelques heures après ce communiqué, McLaren répond, expliquant que cet ingénieur a donc été suspendu de ses fonctions chez McLaren et il ne faudra que quelques heures aux journalistes avant de comprendre qu'il s'agit de Mike Coughlan. En effet, quelques jours plus tôt, Mike Coughlan avait reçu la visite de la police et malgré avoir demandé à sa femme de détruire toutes les photocopies et tous les documents appartenant à la Scuderia Ferrari, la police a retrouvé sur son ordinateur des traces des documents photocopiés en Angleterre. Difficile de se défendre devant la police. 3 jours plus tard, on est donc au Grand Prix de Hongrie 2007 et Nick Fry, directeur de l'écurie Honda, explique qu'il a eu des discussions avec Nigel Stepney et Mike Coughlan en début d'année afin de potentiellement les recruter et les avoir au sein de l'écurie. Mais il explique qu'à aucun moment des documents de la Scuderia Ferrari auraient été évoqués dans ces négociations. Cette justification, elle laisse à penser que Mike Coughlan et Nigel Stepney auraient agi pour leur propre intérêt et non pas pour aider McLaren sur la saison 2007. McLaren en profite pour appuyer sur ce point, expliquant qu'ils n'ont jamais eu connaissance de ces documents de Ferrari et que Mike Coughlan agissait en son nom et ils invitent même la FIA à venir vérifier d'eux-mêmes à Woking la non-présence de ces documents. Cette théorie, elle va pas durer longtemps vu que le 11 juillet, les Coughlan, aussi bien Mike que sa femme, Trudy, vont venir à témoigner devant la haute cour de justice londonienne et à cette date-là, Ferrari va proposer aux Coughlan d'effectuer un pacte, de collaborer avec la Scuderia Ferrari et d'avouer les faits et en contrepartie, Ferrari abandonnera
démissionnerait toute charge contre le couple anglais. Eh bien, c'est exactement ce qui va se passer. Les Coughlan vont révéler que McLaren avait bien connaissance de ces documents techniques de Ferrari, mais en plus de ça, que McLaren les avait utilisés durant cette saison 2007. Alors, à cette période, la FIA n'est qu'une simple observatrice de cette enquête, mais ces révélations ne vont pas du tout plaire aux instances de la FIA qui va donc convoquer McLaren devant un conseil mondial extraordinaire pour une potentielle infraction à l'article 151C du Code sportif international. Seront considérés comme infractions au règlement, en dehors des cas qui y sont prévus, tout procédé frauduleux ou manœuvre déloyale de nature à nuire à la sincérité des compétitions ou aux intérêts du sport automobile. Ce conseil mondial extraordinaire va se dérouler à Paris le 26 juillet 2007 et McLaren va être reconnu coupable de détenir des documents confidentiels appartenant à la Scuderia Ferrari, mais aucune pénalité, aucune amende ou sanction ne va être prononcée car il est incapable de prouver que McLaren a utilisé ces documents pendant la saison 2007. La nouvelle arrive très rapidement dans le paddock et plusieurs équipes sont furieuses de la décision prise par la FIA, notamment la Scuderia Ferrari. N'étant pas convié au Conseil mondial, Ferrari ne peut pas faire appel à cette décision prise par la FIA. C'est Luigi Macaluso, président de la Fédération automobile sportive italienne, qui va faire appel auprès de Max Mosley, à cette période président de la FIA. L'appel de la décision aura donc lieu le 13 septembre 2007 à Paris, après la trêve estivale de Formule 1. Alors pour bien comprendre l'affaire, il faut remonter au début de la saison 2007. Ça fait plusieurs années que McLaren ne gagne plus de titres. Le dernier remonte à 99 pour Mika Häkkinen, 98 si on cherche le titre constructeur, et Ron Dennis souhaite modifier ça en 2007. Comme prévu et annoncé fin 2005, Fernando Alonso rejoint McLaren après avoir gagné un deuxième titre avec Renault. Il arrive donc avec le numéro 1 et il est rejoint par Lewis Hamilton. Vainqueur en GP2, l'un des talents les plus prometteurs de notre génération à qui Ron Dennis a donné toute sa confiance. Le début de saison 2007 de McLaren est excellent. Deuxième et troisième lors du Grand Prix d'Australie. Après le Grand Prix d'Espagne qui est le quatrième round de la saison, les deux pilotes McLaren sont en tête. Lewis Hamilton devant Fernando Alonso. On arrive donc à Monaco. Alonso prend la pole position, domine totalement la course. Lewis Hamilton durant ce Grand Prix va tenter un overcut, sauf qu'une erreur au stand ne va pas lui permettre de ressortir devant le pilote espagnol. On demande donc à Fernando Alonso d'accélérer et de ne pas bloquer Lewis Hamilton. Et à cette période, les consignes d'équipe sont interdites en Formule 1. Fernando Alonso va très bien gérer sa fin de course et l'emporter devant Lewis Hamilton, 1 minute devant Felipe Massa qui sera le seul pilote dans le même tour que les McLaren ce jour-là. Après le Grand Prix de Monaco, Ron Dennis était furieux. Il déclare directement dans la presse que Lewis Hamilton aurait dû remporter ce Grand Prix. De son côté, Hamilton, lui, va temporiser un petit peu le jeu, expliquant qu'il est le numéro 2, Fernando Alonso est numéro 1, il n'avait aucune raison de l'attaquer. Et de son côté, Alonso va commencer à sous-entendre que Lewis Hamilton est favorisé en interne chez McLaren. Grand Prix suivant, Grand Prix du Canada, vous le savez sûrement, c'est la première victoire de Lewis Hamilton en Formule 1. Alonso rate totalement son week-end et termine 7ème. Ces deux pilotes étaient alors à égalité au championnat. Et Lewis Hamilton va remporter le Grand Prix d'Indianapolis après un très beau duel, encore une fois, des deux McLaren, mais les tensions ne font qu'augmenter. La situation devient très difficile à vivre et surtout très difficile à gérer pour Ron Dennis. On arrive alors au Grand Prix de Hongrie. Lewis Hamilton est en tête du championnat, 2 points devant Fernando Alonso, et la rivalité va prendre un tournant. Le 4 août 2007, Grand Prix de Hongrie est probablement la bascule dans cette saison de Formule 1. Les deux McLaren se retrouvent en Q3 durant la séance de qualification, comme à leur habitude, et chaque week-end, un pilote a la priorité sur la piste lors du dernier run de séance de qualification. On inverse cet ordre un week-end sur deux, c'est ce qui permet d'avoir une petite équité d'un point de vue performance. Ce week-end-là, c'était à Fernando Alonso de sortir devant Lewis Hamilton, sauf que les mécaniciens de chez McLaren vont faire sortir Lewis Hamilton avant Fernando Alonso. Ron Dennis, fou furieux en voyant ça, va prendre la radio et ordonner à Lewis Hamilton de laisser passer Fernando Alonso, chose que Lewis Hamilton ne fera pas. À cette époque, en Q3, on sortait avec le plein d'essence. On faisait des tours au début pour essayer d'en brûler au maximum et on re-rentrait au stand pour changer de pneus, repartir avec un train neuf et essayer d'avoir un tour rapide pour faire le meilleur tour possible. C'est ce qui va se produire, sauf qu'avant de rentrer au stand, Fernando Alonso réussit à passer devant Lewis Hamilton. Fernando Alonso arrive au stand,
stand et comme prévu, change de pneu et puis on attend bien évidemment le bon timing pour relancer Fernando Alonso. La personne à la sucette, c'est la personne qui est censée dire quand le pilote doit partir, lève justement sa sucette, dit à Fernando Alonso de partir, mais Fernando Alonso ne part pas. Alonso reste très longtemps, trop longtemps. Fernando Alonso est en train de bloquer Lewis Hamilton. Alonso va avoir le temps de sortir, d'effectuer un tour rapide et de prendre la pole position, mais de son côté, Lewis Hamilton n'aura pas le temps de ressortir et de passer avant le drapeau à damier. C'est l'explosion chez McLaren. Littéralement, on comprend que Fernando Alonso vient de détruire la tentative de Lewis Hamilton. C'est la guerre chez les pilotes McLaren et Ron Dennis est furieux. Ron Dennis cherche Fernando Alonso de partout dans la pit lane. Le pilote espagnol, lui, tout content de sa connerie, tout sourire bien évidemment, est convoqué chez les commissaires et va prendre 5 places de pénalité pour conduite antisportive. Et en plus de ça, la manœuvre d'Alonso va coûter les points de McLaren sur le Grand Prix de Hongrie. Fernando Alonso va coûter la totalité des points des deux voitures car McLaren aurait entre guillemets gâcher le spectacle, aurait nui à la réputation de la Formule 1 avec cette manœuvre. Dimanche matin, jour de course, Fernando Alonso et Ron Dennis ont une très longue discussion avant le Grand Prix. Et Fernando Alonso se plaint du traitement qu'il subit en interne chez McLaren. Il estime que Lewis Hamilton est avantagé, favorisé et il menace son team principal de tout balancer à la FIA. Comme quoi McLaren aurait connaissance de ces documents que possédait Ferrari. Comme quoi McLaren aurait utilisé justement ces documents confidentiels et que McLaren aurait menti à la FIA. À ça, vous pouvez rajouter une dernière demande de la part de Fernando Alonso. Alonso voulait que McLaren fasse tomber Lewis Hamilton en panne durant le Grand Prix. Une panne involontaire, bien évidemment. Ron Dennis a totalement refusé, mais c'était le prix en échange du silence du pilote espagnol. Ron Dennis, agacé, a donc demandé à Max Mosley, président de la FIA, de suspendre Fernando Alonso pour son comportement. Et bien évidemment, le président de la FIA a totalement refusé cette proposition. Les déclarations de Fernando Alonso vont très rapidement faire le tour du paddock et Ron Dennis va totalement démentir ces accusations, expliquant qu'Alonso est un pilote frustré, énervé d'être battu par un rookie en Formule 1 et c'est Lewis Hamilton qui va remporter le Grand Prix de Hongrie alors que Fernando Alonso terminera 4e. Un mois plus tard, le 5 septembre 2007, la FIA annonce avoir de nouvelles preuves dans cette enquête. L'appel qui était censé se dérouler après la pause estivale le 13 septembre 2007 est annulé et un deuxième conseil mondial est demandé par la FIA pour replonger dans cette enquête du Spygate. 280 SMS, 35 appels entre Pedro de la Rosa, Fernando Alonso et Mike Coughlan sont entre les mains de la FIA. Ces preuves, elles ont été envoyées par deux pilotes espagnols, Fernando Alonso et Pedro de la Rosa, qui ont donc décidé de témoigner contre McLaren, leur propre écurie, dans cette enquête, histoire de se protéger. S'il avait été prouvé qu'Alonso ou de la Rosa auraient été impliqués dans cette histoire, ils auraient pu se voir retirer tous leurs points au championnat, mais aussi leur super licence. Ils auraient pu avoir des sanctions. Alors que là, en faisant cette déclaration, en donnant ces preuves, les deux pilotes se protègent de toute sanction. Parmi ces échanges qui durent du mois de mars jusqu'au mois de juillet, soit littéralement la première partie de saison 2007, on retrouve énormément d'informations comme les stratégies, l'état des pneus, on retrouve la balance de la Scuderia Ferrari, mais une conversation va se démarquer des autres et interpeller la FIA. Sa répartition du poids me surprend, je ne sais pas non plus si c'est fiable à 100%, mais au moins ça attire l'attention. Toutes les informations de Ferrari sont très fiables, cela vient de Nigel Stepney, leur ancien mécanicien en chef. Je sais pas quel poste il occupe actuellement, c'est la même personne qui nous avait dit en Australie que Kimi s'arrêterait au 18e tour. Il est très ami avec Mike Coughlan, notre concepteur en chef, et c'est lui qui lui a dit. Plus aucun doute possible, en ce 13 septembre 2007, McLaren est reconnu coupable de tricherie. McLaren est reconnu coupable pour avoir enfreint l'article 151C du Code sportif international de la FIA. McLaren est condamné à une amende historique de 100 millions de dollars, la plus grosse amende de l'histoire de la Formule 1, l'une des plus grosses amendes de l'histoire du sport. McLaren est aussi disqualifié du championnat 2007, donc ne pourra plus marquer de points et se voit supprimer tous ses points engrangés depuis le début de la saison. Et à ça, on rajoute un énorme problème. McLaren voit son inscription pour la saison 2008 suspendue. McLaren n'est plus sûr de participer à la saison prochaine de Formule 1 car on n'a aucune idée de l'impact de ces documents sur la voiture de l'année prochaine pour McLaren. Max Mosley va déclarer que la FIA a été plutôt gentille avec McLaren et que McLaren aurait dû se voir banni du sport jusqu'au prochain changement de réglementation pour être sûr à 200% que McLaren n'était plus impliqué dans ces affaires de triche. Bon, McLaren ne fera bien évidemment
évidemment pas appel à ces décisions et les pilotes, eux, heureusement, ne verront pas leurs points supprimés. Lewis Hamilton et Fernando Alonso peuvent continuer à se battre pour le titre pilote. Afin d'assurer l'équité chez McLaren et que Fernando Alonso ne soit pas saboté après cette affaire, il y aura un superviseur présent dans le garage de McLaren à n'importe quel moment afin de s'assurer que Fernando Alonso ne subit pas un traitement différent que celui de Lewis Hamilton. On arrive au 18 décembre 2007, la saison est donc terminée et l'inscription de McLaren pour la saison suivante est donc acceptée suite à une lettre publique où McLaren reconnaît ses torts et s'excuse publiquement auprès de la Formule 1 et de la Scuderia Ferrari. Un dernier plot twist dans cette histoire du Spygate, au moment où McLaren est tombée dans cette affaire, elle a aussi fait tomber Renault qui a été accusé de la même chose. Suite au départ de Phil McCaref qui avait rejoint l'écurie française, il détenait des documents confidentiels de McLaren sur la saison 2006 et 2007. Renault a du coup été inculpé pour la même infraction à l'article 151C du Code sportif international de la FIA. Renault a dû passer devant un conseil mondial de la FIA. Néanmoins, bien qu'en possession de ces documents, il a été impossible de prouver que Renault avait utilisé ces documents et donc Renault n'a pas subi les mêmes sanctions que McLaren. Le 13 mai 2010, le procès civil de Nigel Stepney est donc ouvert en Italie à Sassuolo et ce procès va durer longtemps vu qu'il va être condamné seulement en septembre. 20 mois de prison, 600 € d'amende, une peine qu'il n'effectuera pas au vu du système légal prévalent en Italie. Néanmoins, malheureusement, cette histoire va énormément l'affecter vu qu'en 2014, Nigel Stepney va se retrouver dans un accident de voiture sur une autoroute anglaise et très sincèrement, la piste du suicide est fortement privilégiée. Du côté de Mike Coughlan, il a bien évidemment été suspendu de chez McLaren puis licencié en 2008 avant de revenir chez Williams et d'être remplacé par un certain Pat Symonds en 2014. Et puis pour Fernando Alonso, difficile de l'imaginer rester chez McLaren et pourtant même après avoir passé 5 ans chez Ferrari de 2010 à 2014, il reviendra en 2016 aux côtés de Ron Dennis qui l'accueillera à bras ouverts. Entre temps, Fernando Alonso était parti chez Renault en 2008 et 2009 et malheureusement pour Fernando Alonso, cette saison 2008 est marquée par un autre énorme scandale qui a marqué l'histoire de la Formule 1. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, ça m'a fait très plaisir de vous raconter cette histoire parce que c'est une histoire extrêmement importante dans l'histoire de notre sport. On était à une période très toxique. 2007, 8, 9, c'était vraiment une mauvaise période pour la Formule 1. Merci encore à Ovoco d'avoir sponsorisé cette vidéo. Le lien sera dans la description. Et puis, je compte sur vous dans les commentaires pour me dire ce que vous vous souvenez du Spygate. Quel avis vous avez sur cette histoire et ce scandale que McLaren avait fait en 2007. Merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à la partager. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, faites attention à vous, portez-vous bien. C'est le plus important. Ciao, ciao.